curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marian, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Je suis ravie d'interviewer Géraldine Dormois. Elle est responsable éditoriale web pour l'Express. Elle est l'auteure du célèbre blog Café Mode. Elle va nous parler de sa vision de la santé qui a récemment changé suite aux aléas que la vie nous réserve parfois. Bonjour Géraldine. Bonjour Cindy. Alors je viens de vous décrire sur un point de vue très professionnel. Est-ce que vous pouvez nous donner une autre définition de vous ? Quelle personne êtes-vous ? Quelle question difficile. J'ai 42 ans, je suis journaliste, j'habite à Clichy, je suis mariée, j'ai un petit garçon de 7 ans et j'ai eu un cancer qui a été détecté en novembre 2017, un cancer du sein. On m'a opérée, on m'a fait une mastectomie du sein gauche. Et puis j'ai eu 5 mois de chimio, 25 séances de radiothérapie et je suis actuellement en hormonothérapie. Je viens de démarrer l'hormonothérapie. J'ai terminé la radio récemment et je reprends mon travail la semaine prochaine. Donc je suis dans le moment de début de après-cancer. D'accord. Avant le cancer, quelle relation vous entreteniez avec vous-même, avec votre corps, votre féminité ? Alors déjà, ma relation avec moi, avec mon corps et avec ma féminité, c'est 3 questions différentes. Ça fait beaucoup. Avec la relation avec moi, c'est... Mais en fait, je pense que je peux faire la même réponse pour les 3, c'est que c'est un apprentissage. Je suis quelqu'un qui a eu besoin de beaucoup de temps pour me comprendre, pour peut-être pas m'apprécier, mais en tout cas m'accepter. Je pense que je m'aimais pas beaucoup pendant longtemps. Je ne me suis pas beaucoup aimée. Et puis j'ai appris à faire la paix avec ce que je suis, avec le corps que j'ai, qui n'est pas celui que j'aurais rêvé d'avoir, mais qui fonctionne quand même très très bien, qui peut avoir des accidents de parcours comme celui que je viens de vivre, mais qui est un super corps très très efficace et en bonne santé par ailleurs. Et alors, quant à mon rapport à la féminité, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution et qui a été beaucoup changé ces derniers mois. J'ai l'impression de m'être défaite d'un certain nombre d'idées reçues et de choses que j'avais apprises, et je me sens plus libre aujourd'hui. On va voir dans les mois qui suivent, parce qu'on peut se sentir très libre quand on est seul chez soi, quand on recommence à avoir une vie sociale plus riche. Forcément, on se confronte aux autres et il va y avoir encore d'autres changements, mais ça va être intéressant à vivre aussi. Globalement, j'ai l'impression que j'apprends à faire avec quelque chose qui n'arrête pas de changer. Oui, c'est du renouveau perpétuel. Oui. Quelle vision vous aviez de la santé avant la maladie ? Moi, ma santé, elle me semblait aller de soi. Je suis quelqu'un qui n'était jamais malade, qui avait rarement des rhumes, prenait aucun médicament en dehors de la pilule. Donc ma santé, je n'y pensais pas beaucoup en fait.
J'y ai évidemment plus pensé quand j'ai eu mon fils. On se surveille plus, on fait plus attention. Mais je n'avais jamais eu de gros pépins de santé avant. Et alors, quand la maladie vous est tombée dessus, comment vous l'avez pris finalement ? Pour vous, c'était quoi la maladie ? La maladie, c'est quand on n'est plus en bonne santé. Je crois que pour moi, c'est une définition très classique, c'est ça. Après, chaque maladie est un cas particulier et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de chercher comment est-ce que je pouvais m'expliquer cette maladie. Donc, je n'ai pas envie de parler de j'ai pas cherché des causes parce que je pense que la maladie reste quelque chose de très mystérieux et que je ne connaîtrai jamais les causes de mon cancer. C'est pas comme un virus qu'on attrape et on sait que la maladie est due au virus qui nous a attaqués. Non, un cancer, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, on peut juste se demander si certains facteurs ont eu une incidence et tout ça restera très flou. Et dans mon cas, je me suis dit assez vite que la nourriture, l'alimentation et mon rapport au stress pouvaient expliquer en partie ce que j'ai eu. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous pensez avoir une quelconque influence sur votre santé ? J'essaie d'avoir une influence sur mon alimentation et sur mon rapport au stress. Donc finalement sur la santé. Voilà, oui, mais indirectement, parce que je pense que face à la santé, on est obligé de rester assez humble. Hein. C'est que quand même, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère et qu'on n'a pas de contrôle dessus. Et donc, on peut essayer de mettre toutes les chances de son côté pour rester en bonne santé, et c'est ce que je tiens à faire. Mais après, peut-être qu'il y aura d'autres ennuis de santé, et à ce moment-là, on fera face, on avisera le moment venu. Ça fait aussi partie du lâcher-prise, non ? De se dire que justement, on n'a pas le contrôle sur tout. Oui, complètement. Même si, moi, dans mon rapport à la santé, j'étais assez cool. J'étais pas hypocondriaque. Je vais voir si là, je le deviens plus. Ça se peut. On va voir. Et alors, les découvertes majeures que vous avez faites, justement, les remises en question, donc on a parlé d'alimentation. Oui, les découvertes par rapport à ma santé, j'en ai eu plusieurs, bien avant de tomber malade. L'une des premières, ça a été la course. C'est que, au départ, je ne suis pas quelqu'un d'ultra sportif. Et après la naissance de mon fils, donc il y a 7 ans, j'ai commencé à aller courir, à faire un footing le matin, 30 minutes, pas très longtemps. Au début, c'était 1 fois par semaine, et puis 2 fois par semaine, le week-end. Et puis en fait, j'ai commencé à courir tous les jours à un moment. Et je n'ai jamais arrêté, parce que j'en tirais un tel plaisir, une telle satisfaction que je sentais que c'était bon pour mon corps, que c'était ce dont il avait besoin, c'était ce dont mon esprit avait besoin aussi. Et je n'ai jamais augmenté ce rythme-là à partir du moment où j'ai trouvé 30 minutes une fois par jour, 6 fois par semaine. C'est devenu mon rythme. Je ne suis pas du tout une marathonienne, mais ça m'a permis de réguler aussi mon rapport à la nourriture, même si j'ai eu encore beaucoup d'étapes après dans ma relation avec la nourriture. Il y avait encore besoin d'améliorer beaucoup de choses, mais ça a amélioré les choses. Et puis ça m'a permis aussi de changer mon rapport au sommeil plus tard, parce que je me suis rendu compte que si je voulais avoir le temps d'aller courir le matin, il fallait que je me couche plus tôt le soir. Donc ça a mieux structuré ma vie, et j'ai arrêté d'être fatiguée. Je suis quelqu'un d'assez discipliné en fait. Donc à partir du moment où je comprends quelque chose qui est bon pour mon corps, en dehors
de la nourriture. On y viendra après, ou alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour le reste, à partir du moment où j'ai détecté que quelque chose m'allait, je le fais tous les jours. Et donc, le sommeil, je sais que j'ai besoin de 7 heures de sommeil. Je me couchais à une certaine heure. Je me couchais à 23 heures et je me levais à 6 heures. J'ai fait ça pendant des années au point de ne plus avoir besoin de réveil. En ce moment, je suis en train de passer à coucher à 22 heures, lever à 5 heures, c'est un peu plus dur. Mais je sens aussi que j'ai besoin de faire ça pour que mon organisation se fasse. Donc, pour continuer d'aller courir, justement. Pour continuer d'aller courir et parce que j'ai ajouté d'autres rituels à mes matinées. Et donc, on va voir si tout ça se perpétue avec ma reprise du travail. Mais en tout cas, c'est mon objectif du moment. Donc voilà, il y a eu ces changements, ces découvertes-là. La méditation et le yoga sont d'autres découvertes qui sont arrivées après la maladie. Et en termes d'alimentation, alors là, c'est vraiment c'est un peu la story of my life. C'est tellement, mon rapport à la nourriture est tellement compliqué que j'ai depuis longtemps compris que c'était un outil, en fait, que c'est quelque chose avec lequel je n'en aurais jamais fini et que plutôt que de le subir, je dois l'utiliser pour comprendre comment mon corps et mon esprit fonctionnent et essayer d'être au plus près d'eux sans les contrarier, mais sans complaisance non plus, et en m'adaptant à un style de vie qui change à chaque âge et en fonction des circonstances de la vie. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais j'ai eu j'ai tellement déconné que j'ai eu des intolérances alimentaires. Avec le sucre, non, je disais que... Alors le sucre, j'ai beaucoup abusé du sucre, donc mon corps l'a de moins en moins supporté, au point que moi j'ai l'intime conviction que ça a eu une incidence sur ma santé et que ça a pu favoriser mon cancer. Mais je sais que c'est très controversé et qu'on pourra me répondre que non. Dans mon cas, je sentais tellement que je ne le supportais pas. Et mon corps m'a envoyé tellement de signaux pour me dire qu'il ne le supportait pas. Et j'ai tellement pas écouté mon corps que c'est comme ça que je l'interprète. Mais il n'y avait pas que le sucre. Ça fait plusieurs années que je suis intolérante au lactose. Ça m'a pris des années de comprendre que je ne le supportais pas. J'ai été voir 3 nutritionnistes avant de trouver la micronutritionniste qui a tout de suite compris que j'avais ce souci-là. J'avais d'autres intolérances alimentaires à l'époque qui se sont dissipées après. Donc voilà, comprendre ce que mon corps supporte en termes d'aliments, c'est un travail en soi et ça continue de l'être. D'accord. C'est quand même un cercle vertueux, non ? Le sport amène une dynamique, de plus en plus de sport. Oui, alors après, ce qui était quand même particulier, c'est que j'avais déjà mis en place pas mal de choses assez saines avant d'avoir mon cancer. Donc quand je l'ai eu, je me suis dit bon, ça ne suffisait pas. T'avais inconsciemment anticipé, non ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, maintenant que les traitements sont derrière moi, c'est que tout ce que j'avais mis en place avant n'a pas suffi pour m'empêcher d'avoir un cancer, mais ça m'a permis de beaucoup, beaucoup mieux le vivre. Donc, de toute façon, c'est quand même utile. C'est tout bénef. Oui. Et sur l'alimentation, donc, aujourd'hui, tu vois toujours un micronutritionniste ? Oui. Je continue d'être suivie par la même personne parce que je continue de me poser beaucoup de questions sur l'alimentation. Je pense qu'on vit dans une société où on reçoit énormément de messages très contradictoires sur la nourriture. Et donc, moi, il me faut une boussole. J'ai mon propre corps qui est une boussole, mais il me faut une personne de référence qui a gagné ma confiance et à la fin, c'est elle que je crois. Parce que
on entend tellement de choses qu'à la fin, on ne sait plus si on doit manger du soja, pas manger du soja, si on peut manger de la viande, pas manger de la viande, quelle viande, comment, et les légumes, on les cuit comment. Moi, j'ai tellement d'interrogations, et encore plus depuis que j'ai eu mon cancer, parce que je sais que les choix qu'on fait en termes d'alimentation peuvent nous préserver. Quand on a eu un cancer, on est quand même plus sensible à ce genre de questions. C'est maintenant, j'ai ma liste de questions et je vais la voir tous les 3 mois et au moins elle m'apaise. Je ne sais pas si finalement tout ça, comment est-ce que mon corps le digère, mais en tout cas, je me sens mieux, j'ai l'impression de manger de mieux en mieux. Et puis moi, j'avais un gros problème de compulsion alimentaire et en ce moment, je n'en ai plus du tout. Je dis en ce moment parce que j'ai toujours une réserve avec ces questions-là. Je sais que je connais ma pente naturelle et je sais que rien n'est jamais définitif, mais c'est quand même ça fait pas mal de temps et je n'ai jamais eu une période aussi longue et aussi apaisée. C'est plutôt pas mal. Tu dis que oui, justement, c'est difficile de savoir à quel sein se vouer finalement en termes d'alimentation. Mais au final, on se crée chacun notre propre parcours. C'est-à-dire qu'on essaie de se mettre une équipe de thérapeutes à nos côtés qui va correspondre complètement à nos besoins, qui sont vraiment tous différents selon les personnes. Comment toi, tu as fait, tu as monté Après, ça, c'est vraiment on a vraiment de la chance de pouvoir avoir ça en France parce que et encore même en France, je ne suis pas sûre que quand on habite loin d'une grande ville, on puisse et quand on n'a pas les moyens financiers suffisants et la bonne mutuelle, une équipe de thérapeutes, c'est vraiment le grand luxe. Et moi, je suis tout à fait consciente d'avoir cette chance-là et d'être ultra privilégiée. Donc, quand mon cancer a été détecté, j'ai essayé je suis allée voir plusieurs médecins, j'ai essayé plusieurs types de soins de support, comme on appelle ça. Finalement, les 2 que j'ai gardés et qui sont pour moi, que j'avais déjà avant et qui sont les plus importants, c'est la psychothérapie, c'est mon psychiatre et c'est ma micronutritionniste. Donc mon psychiatre, je le vois depuis 18 ans. Voilà, je suis là. Enfin, je sais que c'est très très long, mais puisque je me sens mieux avec après ces séances, eh bien, je continue. Et puis ma micronutritionniste, ça doit bien faire 3-4 ans que je la vois, et ça n'est pas quelqu'un que je vois extrêmement souvent, mais c'est elle qui, sur la durée, continue d'apporter des réponses à mes questions. Le reste, moi, l'acupuncture, finalement, je m'en suis passée. L'homéopathie aussi. J'ai pas eu besoin de voir un kiné, un ostéopathe. J'ai eu du bol aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais après, tu fais avec les besoins, l'urgence du moment. Oui. Quoi. Est-ce que dans ta vie, tu es plutôt 100% naturel, une accro aux produits industriels ou un mix des 2 ? Un mix. Aujourd'hui, j'essaye de manger plutôt des aliments bruts. J'essaie de limiter les aliments industriels. Après, je suis quelqu'un qui aime moyennement cuisiner. Ça me prend parfois, mais c'est pas mon truc. Et donc, j'ai pas envie de passer ma vie à éplucher des légumes. Et comme je mange beaucoup plus de légumes qu'avant, Picard est mon meilleur ami. Soyons clairs, je connais absolument toutes les sortes de légumes de chez Picard et j'essaye de varier. Et je m'en fais aussi et je sens la différence quand ce sont des légumes frais. Mais là encore, ce sont des choses qui
qui s'améliore. Je pense que la façon dont je cuisine aujourd'hui ne sera sûrement pas la même que ma façon de cuisiner dans un an. C'est un work in progress permanent. Oui, on s'adapte. Oui. Du coup, au global, comment elle s'est opérée, cette bascule dans le monde étranger de la maladie ? Donc moi, j'ai découvert mon cancer avec une mammographie de contrôle. J'avais des seins très denses, donc à la palpation, même un médecin ne pouvait pas détecter quoi que ce soit. Donc ça faisait des années que je savais que mes seins devaient être surveillés. Je me faisais faire une mammographie tous les 2 ans depuis mes 35 ans. Et donc, c'était quelque chose de très habituel pour moi. C'est pour ça que j'y allais un peu les mains dans les poches et que j'ai vraiment été très surprise quand j'ai appris qu'il y avait quelque chose. Après, on me pose souvent la question de est-ce que tu penses que tu vas mourir ? Enfin, est-ce que tu penses à ta propre mort ? Et je l'ai pas du tout. En fait, je l'ai assez vite évacué cette question. Évidemment que j'y ai pensé. Je pense qu'on voit forcément sa vie défiler dans des moments comme ça. Mais j'ai plus cru que c'était uniquement un avertissement que mon corps m'envoyait. Je pense que la mort, c'était juste trop énorme. Et donc, mon inconscient a complètement évacué le truc. J'ai aussi eu l'immense chance d'être très bien prise en charge par les médecins à qui j'ai eu affaire. C'est-à-dire que je pense que de la façon dont on vous apprend que vous avez un cancer dépend votre état dans les mois qui suivent. Moi, j'ai un radiologue qui m'a mise sur les rails de la guérison. D'emblée, il a été suffisamment rassurant pour me dire... Voilà, vous avez un cancer, oui, vous allez avoir un passage difficile, mais vous reviendrez ensuite à une vie normale et tout va bien se passer. Et je pense que si on a en face de soi quelqu'un qui commence à dramatiser et qui est un professionnel de santé, qui a cette autorité-là, ça peut très vite prendre des proportions monstrueuses. Moi, ça a été un coup dur, j'ai accusé le coup, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que il n'y avait pas que du négatif dans tout ça. Et quand j'ai compris, ce qui a été quand même plusieurs mois après l'annonce du cancer, quand j'ai compris que j'allais être en arrêt maladie pendant plusieurs mois, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de ces mois-là, que j'étais sûrement au milieu de ma vie et qu'il y avait un certain nombre de choses à revoir pour justement changer ce rapport au stress, parce qu'on parle beaucoup de nourriture, mais moi j'ai un rapport à mon travail qui est pas tout à fait sain. Je travaille dans une entreprise où je dis j'ai pas de problème avec mes collègues, j'ai pas de problème avec mes chefs. Je travaille dans la presse, donc c'est un secteur qui est compliqué en ce moment. Mais j'ai vraiment pas à me plaindre de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et je pense que je pourrais travailler absolument n'importe où ailleurs. Je continuerai de me faire des nœuds au cerveau à propos de mon travail. Et donc, je me suis dit, il faut remettre ça à plat et arrêter de m'empoisonner la vie avec des choses qui n'en valent pas la peine. Il faut changer mon regard sur ma façon de travailler. Et donc, c'est là que la méditation et le yoga m'ont beaucoup aidée. Pour la gestion donc du stress, justement. Oui, en fait, pour quelque chose de beaucoup plus vaste que la gestion du stress. Au départ, c'était pour ça que je voulais méditer. Et puis aussi par curiosité, parce qu'après avoir rejeté ça pendant des années, alors que j'avais l'impression que tout le monde s'y mettait autour de moi, je me suis dit, bon, là, tu es au pied du mur, et au moins, essaie. Et en fait, dès la première séance, j'ai compris que ça m'apportait beaucoup de choses et que ça me faisait du bien et que j'avais été bien
bien bête de rejeter ça alors que c'était à portée de main. Et donc je me suis mise sur Petit Bambou. J'ai lu quelques livres de Mathieu Ricard, de John Kabat-Zinn, de Christophe André. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris à respirer, j'ai appris à mieux vivre dans l'instant présent, ce qui est quelque chose dont on entend tellement parler dans notre culture qu'on s'imagine que c'est simple et qu'on a pigé, mais en fait, il n'y a rien de plus compliqué. Donc, c'est quelque chose qui nécessite une pratique de tous les jours et qui reste extrêmement difficile. Et alors donc là, est-ce que vous avez repris le travail ? Parce que je rebondis sur travail et maladie. Est-ce que c'est compatible ? Est-ce que c'est compliqué ? Alors, compatible, je ne sais pas. Je pense que si j'étais à mon compte, j'aurais sûrement dû continuer à travailler et je ferais une réponse différente. Là, j'ai la chance de travailler dans une grande entreprise. J'ai pu être arrêtée pendant plusieurs mois, pendant la durée de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Et je reprends en étant contente de reprendre parce que voilà, ça y est, je suis en forme et les traitements sont finis. J'ai envie de reprendre une vie normale, même si ça sera une vie différente de celle que j'avais avant. Avec des nouveaux outils aussi, finalement. Et avec plein de nouveaux outils. Bon, après, ça va être l'épreuve du feu. Je pense que tous ces outils que j'ai mis en place ne vont pas forcément tous résister au passage du temps et à ce stress qui fait partie de la vie. Donc, on va voir comment est-ce que je vais m'arranger avec tout ça, mais je suis confiante. Je pense que ça va forcément bien mieux aller qu'avant. Ouais. Et la famille, dans tout ça, quel rôle elle joue ? Un rôle primordial. Mon mari, Marc, a été à mes côtés tout le temps. Mes parents aussi. Il se trouve qu'au début quand j'ai appris que j'avais un cancer, mon père avait un cancer de la prostate. Et bon, c'était pas un cas préoccupant. Il a été très bien soigné et il était sous radiothérapie. Et donc, il y avait un côté un petit peu cocasse aussi. On s'échangeait des tips entre cancéreux. Mais ça m'a aidée parce que il avait une approche qui était très concrète. Lui non plus n'était pas du tout dans la dramatisation des choses. Et ça s'est très bien passé, aussi bien pour lui que pour moi. Et puis bon, ça a été plus difficile pour ma maman, qui donc devait faire face à la fois au cancer de son mari et après de sa fille. Mais en même temps, j'ose espérer que je les ai suffisamment rassurés pour qu'ils vivent ça aussi sereinement que moi, puisque j'ai quand même eu l'impression de le vivre assez sereinement. J'ai eu des moments de ras-le-bol, j'ai eu des moments où je craquais, j'en avais assez. Le casque réfrigérant pendant la chimiothérapie, moi, c'est quelque chose qui a été assez douloureux par moments. Pas toujours, mais qui a suscité des moments de... J'en pouvais plus. Et puis bon, il y a la fatigue qui n'est pas toujours là, mais donc il y a eu ces moments-là, et dans ces moments-là, j'étais contente d'avoir ma famille, d'avoir ma sœur aussi. Notre relation s'est même améliorée depuis que j'ai eu un cancer. Donc comme quoi, ça fait bouger beaucoup de choses. Hein. Et dans une famille, quand une personne évolue, c'est tellement dynamique qu'en fait, on influence toute la famille. Et j'ose espérer que ça a été dans le bon sens, en fait, que ça a resserré les liens et qu'on a appris à avoir des relations plus profondes. Et vous avez un fils ? Oui. Comment ça s'est passé ? Avec Gustave, il y a eu
y a eu des phases différentes. J'ai pas l'impression de l'avoir traumatisé. Bon, après, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Donc, on verra avec le recul comment est-ce qu'il a vécu tout ça. Mais j'étais très attentive à tout ce qu'il pouvait dire, toutes ces réactions. Et moi, j'ai surtout veillé à lui dire au fur et à mesure ce qu'il se passait. Ce que je ressentais aussi, en me mettant à son niveau, en l'exprimant avec des mots qu'il pourrait comprendre. Il y avait des moments où il m'a posé des questions sur, évidemment, est-ce que tu vas mourir, et je lui répondais que j'espérais pas tout de suite et qu'a priori pas tout de suite. Il y a eu des moments où j'avais l'impression qu'il ne s'y intéressait pas du tout. Et dans ces cas-là, je me disais, bon, c'est peut-être pas plus mal, ça veut dire qu'on a préservé les rituels habituels, il a son cadre, et finalement, c'est le principal. Mon cancérologue m'avait dit au début, les enfants de cet âge-là, le plus important, c'est qu'ils aient leurs habitudes, ils sont assez égoïstes, ils pensent plus à eux qu'à vous, et c'est très bien comme ça. Et c'est ce que j'ai senti. Il s'en fichait un peu que je sois fatiguée après une séance de chimio, et c'était très bien comme ça. J'allais me coucher et puis je revenais après, j'étais à peu près la maman qu'il connaissait. Bon, j'ai pas eu à gérer la question des cheveux parce qu'ils ne sont pas tombés grâce au fameux casque qui avait le mérite d'être efficace sur moi. Il y a eu d'autres moments où il m'a posé beaucoup plus de questions parce que je l'ai emmené à mes séances de radiothérapie parce que c'était pendant les vacances scolaires, les grandes vacances, et que il avait plus envie d'être avec moi plutôt que d'aller au centre des loisirs. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Je savais que c'était un contexte hospitalier et ça n'était pas anodin. Mais je connais mon fils, j'en ai beaucoup discuté avec lui et j'ai décidé de le faire. Mais du coup, j'ai eu beaucoup de questions de sa part. Et donc, ça a suscité un dialogue qui a fait que j'ai pu continuer de lui expliquer certaines choses. Il me posait les mêmes questions en boucle par moment. Bon, je lui répondais à chaque fois et j'ai l'impression qu'après, c'est passé. On verra les étapes suivantes. Mais il faut s'armer de patience, quoi. Ils ont besoin d'une certaine normalité au final. Oui, et en même temps, c'était toujours des questions qui me permettaient aussi à moi de comprendre où est-ce que j'en étais. Réussir à trouver des mots simples pour exprimer une réalité, c'est un bon exercice quand on est face à un enfant. Et finalement, c'est aussi plus simple parfois que ce qu'on imagine quand on l'a juste dans sa tête d'adulte. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain ? Une guérison durable. Même si ce mot est assez étrange dans le cas du cancer, parce que je ne sais pas en fait si on peut parler de guérison. J'ai plus de cancer. On verra ce que l'avenir me réserve, mais le cancer va quand même continuer à faire partie de ma vie. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. On verra dans quelques années. J'ai pas envie d'oublier tout ce par quoi je suis passée. J'ai juste envie de m'en éloigner. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci Cindy. À bientôt. À bientôt. Ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.